Le 23 octobre 2025 au soir, j'ai entendu ma belle-fille chuchoter 5 mots qui ont tout changé. Demain, nous la déménageons à Greenwood. Je m'appelle Essie Mae Thompson. J'ai 74 ans. Je n'ai pas halté. Je n'ai pas crié. Je suis juste restée assise dans le noir, au bord du lit de cette chambre d'amis au matelas ferme, mes mains appuyées à plat contre mes cuisses, et j'ai écouté. Si vous écoutez d'un endroit lointain, indiquez votre ville dans les commentaires pour que je puisse voir jusqu'où cela a voyagé. Et s'il vous plaît, restez avec moi jusqu'à la fin. À travers la fente de la porte, je l'avais laissée ouverte d'1 pouce pour que le chat puisse entrer et sortir. J'ai entendu la voix de Vanessa, basse et contrôlée, comme on parlerait de déplacer des meubles ou de prendre rendez-vous chez le dentiste. Les papiers sont prêts, dit-elle. Dr Mitchell a tout signé. Nous devons juste l'y emmener avant qu'elle ne pose d'autres questions sur l'argent. La voix de mon fils devint ensuite, plus douce, incertaine. Maman, tu es sûre? Elle est encore vive d'esprit. Et si elle est un fardeau, devons? Vanessa le coupa comme elle le faisait toujours avec cette pointe acerbe sous la douceur. Nous en avons discuté. Tyler a besoin de cette école privée. Nous avons besoin des rénovations. Ta mère est assise sur $250 000 d'assurance vie, et nous ne pouvons pas y accéder tant qu'elle est. Eh bien, tant qu'elle est encore compétente. Encore compétente. J'ai fermé les yeux et j'ai laissé ces mots s'installer dans mes os. Ils attendaient que je devienne incompétente. Ou pire, ils prévoyaient de me rendre ainsi. Je n'ai pas bougé. Pas encore. Je savais que les planches de ce plancher grinçaient à 3 endroits spécifiques. Je les avais mémorisées au cours des 8 dernières semaines. 8 semaines, 2 jours, et environ 4 heures depuis que j'avais emménagé dans cette pièce qui sentait le désodorisant à la lavande et les promesses non tenues. Devon reprit la parole, sa voix presque trop basse pour être entendue. Et si elle dit non? Et si elle nous combat? Vanessa a ri. A réellement ri. Devon, elle a 74 ans. Elle a subi une opération de la hanche. Elle a vendu sa maison et nous a donné l'argent. Elle est déjà à moitié partie. Nous ne faisons que faciliter le processus. Le silence qui suivit fut pire que n'importe quel mot. Parce que mon fils, mon petit garçon, celui que j'avais élevé seul après la mort de son père, celui pour qui j'avais travaillé 2 emplois pour qu'il aille à l'université, n'a pas objecté. Il n'a pas dit que c'était mal. Il n'a pas dit que c'était sa mère. Il n'a rien dit du tout et ce rien m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Je suis restée assise là pendant encore 20 minutes après que leur pas se soit estompé à l'étage, après que la porte de leur chambre se soit refermée en un clic, après que la maison se soit installée dans le silence épais de minuit. Ce n'est qu'alors que je me suis levée avec précaution et que j'ai fermé ma porte sans faire de bruit. Je n'ai pas pleuré. J'avais cessé de pleurer facilement il y a des années, quand j'avais 17 ans et que j'étais enceinte. Et que ma propre mère m'avait dit que je ruinerais ma vie si je gardais ce bébé. Quand Charles s'est effondré à table il y a 3 ans d'une crise cardiaque qu'il n'avait pas vu venir. Quand j'avais 72 ans et que le médecin a dit « arthrose », comme si c'était une condamnation à mort au lieu de juste une douleur avec laquelle j'avais appris à vivre. Non, je n'ai pas pleuré. J'ai fait mes valises. Laissez-moi vous raconter comment j'en suis arrivé là. Comment une femme qui a enseigné l'anglais à Booker T. Washington High School pendant 31 ans, qui a élevé seul un fils, qui possédait sa maison entièrement et n'a jamais demandé un sou à personne, s'est retrouvée dans une chambre d'amis à écouter sa propre famille comploter sa disparition. Cela a commencé par ma hanche. Ou plutôt, cela a commencé par l'appel téléphonique de Devon le 15 août, 3 jours après mon opération. Maman, avait-il dit, sa voix pleine d'une inquiétude qui semblait réelle à l'époque. Vanessa et moi en avons discuté. Ce cottage est trop pour toi maintenant. Tous ces escaliers, le jardin. Et si tu tombes encore? Je suis tombé une fois. Je lui ai rappelé sur un trottoir mouillé. C'est pourquoi j'ai eu l'opération. Pourtant, il a insisté. Tu es seul là-bas. Nous nous inquiétons. Nous avons cette chambre d'amis. Tyler aimerait avoir sa grand-mère à la maison. Et honnêtement, maman, ça nous rassurerait. Rassurant. C'est comme ça qu'il a appelé ça. J'aurais dû mieux savoir. Une femme noire de 74 ans ne survit pas aussi longtemps sans développer un instinct quand quelque chose ne va pas. Mais j'étais fatigué.
L'opération m'avait plus épuisé que je ne l'avais admis. Et la vérité était que l'absence de ma famille me manquait. Cela faisait 3 ans que je vivais seul dans cette petite maison de Morrison Street depuis la mort de Charles. Alors, le 29 août 2025, j'ai signé les papiers pour vendre le 1247 Morrison Street. La maison que Charles et moi avons achetée en 1983 pour $42 000 valait maintenant $385 000. Devon a dit qu'il s'occuperait de tout. Il a dit qu'il l'investirait pour moi. Le ferait fructifier. Tu me fais confiance, n'est-ce pas, maman? A-t-il demandé. Et Dieu m'est témoin. Je lui ai fait confiance. L'argent, $385 912 après frais, a été viré sur le compte de Devon le 3 septembre. Temporairement, dit-il, juste le temps que je mette en place le portefeuille d'investissement à ton nom. C'était il y a 7 semaines. Le portefeuille ne s'est jamais matérialisé, mais les changements ont commencé immédiatement. De petites choses au début. Mon fauteuil préféré de Morrison Street, celui dans lequel Charles m'a demandé en mariage, a fini dans le garage. Il ne correspond pas à l'esthétique, a expliqué Vanessa avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Mon courrier a commencé à arriver ouvert. Oh, je pensais que c'était important, disait Vanessa. J'essayais juste d'aider. La table du dîner a rapetissé, littéralement. Ils ont remplacé la table à 6 places par une table à 4 places. Plus intime, a dit Vanessa. J'ai mangé dans la cuisine après ça, utilisant des assiettes en carton pendant qu'ils utilisaient la vaisselle en porcelaine dans la salle à manger. Tyler, mon petit-fils, qui avait l'habitude de courir vers moi pour des câlins, a commencé à éviter mon regard. Il avait 14 ans, à cet âge où les enfants deviennent silencieux de toute façon. Mais c'était différent. C'était de la peur. Et puis il y a eu le médicament. Je prenais le même médicament contre l'hypertension depuis 6 ans. Même pharmacie, même dosage, même petit comprimé bleu. Mais il y a 3 semaines, ils ont changé. Couleurs différentes, formes différentes. Quand j'ai demandé, Vanessa a dit, « Oh, le médecin vous a fait passer au générique. » C'est la même chose, ça coûte moins cher. Ça ne vous dérange pas, n'est-ce pas? Ça me dérangeait, mais je les ai pris quand même parce que quel choix avais-je? Sauf qu'ils me rendaient confuse, embrouillée. J'oubliais ce que je disais au milieu d'une phrase. J'entrais dans des pièces et j'oubliais pourquoi j'étais là. « Maman, tu te sens bien ?» Devon demandait, le front plissé d'inquiétude. « Tu as l'air bizarre ces derniers temps. » La semaine dernière, je n'ai pas pu trouver mes clés de maison. J'ai passé 20 minutes à les chercher avant que Vanessa ne les trouve dans le réfrigérateur. « Oh, Mère Thompson » avait-elle dit, sa voix dégoulinante de fausse sympathie. C'est peut-être le moment de faire vérifier votre mémoire. Ces choses arrivent à votre âge. Ces choses à mon âge, comme si j'étais déjà à moitié parti, comme si j'étais déjà facile à oublier. Mais voici ce qu'ils ne savaient pas. J'avais été enseignante pendant 31 ans. J'avais eu affaire à des menteurs adolescents, à des bureaucrates administratifs et à des coupes budgétaires qui auraient fait pleurer un homme adulte. Je savais quand on me manipulait. Alors, il y a 2 nuits, j'ai cessé de prendre les nouvelles pilules, je les ai jetées dans les toilettes et j'ai fait semblant de les avaler quand Vanessa me les a apportées avec mon verre d'eau du soir. En 24 heures, ma tête s'est éclaircie, et c'est là que j'ai commencé à faire attention. 21 octobre, 2 jours avant le murmure qui a tout changé. Je cherchais des piles dans le tiroir de la cuisine. Vanessa les gardait dans le tiroir à côté de l'évier, avec des attaches torsadées, des clés de rechange et tous les petits débris d'un foyer. Elle était très attachée à son organisation. Chaque chose à sa place, disait-elle toujours, ce qui était amusant compte tenu de la vitesse à laquelle elle m'avait déplacé. Le tiroir est resté à moitié ouvert. Je l'ai secoué, j'ai tiré plus fort, et quelque chose a bougé à l'arrière. Une enveloppe, épaisse et blanche, coincée derrière la doublure du tiroir. J'aurais dû la laisser tranquille. J'aurais dû pousser le tiroir pour le fermer et m'éloigner, mais je ne l'ai pas fait. L'enveloppe portait mon nom. Et Sim et Thompson tapaient à l'encre noire sur le devant. Pas d'adresse de retour, pas de timbre, juste mon nom. À l'intérieur se trouvaient des papiers, beaucoup. Des photocopies, pas des originaux, mais assez clairs pour être lus. Le premier était un document de procuration daté du 10 septembre, une semaine après mon emménagement.
Il donnait à Devon pleine autorité pour agir au nom des Sim et Thompson dans toutes les affaires financières, juridiques et médicales, y compris, mais sans illimité, les opérations bancaires, les transactions immobilières et les décisions en matière de soins de santé. En bas, il y avait ma signature. Sauf que ce n'était pas la mienne. Oh, c'était proche. Très proche. Le genre de proche qui tromperait un caissier de banque qui voit 1000 signatures par jour ou un notaire qui ne faisait pas attention. Le E avait la bonne boucle. Le mais avait la bonne inclinaison. Mais le Thompson était faux. Le P s'arrondissait trop loin vers la gauche. J'avais cassé mon poignet droit en 2008, et depuis lors, mon P avait un accroc distinctif vers la droite. Celui qui a falsifié cela ne le savait pas. J'avais déjà vu cette écriture, cependant, sur des cartes d'anniversaire, sur la liste de courses collée au réfrigérateur, sur la note que le professeur de Tyler avait envoyée le mois dernier. L'écriture de Vanessa. Entraînée, soignée, presque parfaite. Mes mains ne tremblaient pas pendant que je continuais à lire. Je ne pouvais pas me permettre de trembler. Pas encore. Le deuxième document était un relevé bancaire du compte d'investissement de Devon à la Fairmount Bank. Plusieurs virements, tous depuis un compte étiqueté 1247 Morrison Street Trust. 5 septembre, 42 000 $ retirés. 19 septembre, 38 000 $ retirés. 28 septembre, 55 000 $ retirés. 9 octobre, 45 000 $ retirés. Total, 180 000 $ partis en 5 semaines. Non investi, retiré, dépensé. Le troisième document m'a glacé le sang. C'était une demande d'admission à la Greenwood Memory Care Facility remplie de l'écriture soignée de Vanessa. Mon nom en haut, ma date de naissance, mes antécédents médicaux, certains exacts, d'autres fabriqués. Sous « raison d'admission », elle avait écrit « La patiente présente un déclin cognitif progressif ». Les épisodes récents incluent l'oubli de rendez-vous, la perte d'objets personnels, la confusion concernant les événements actuels, des difficultés à gérer les médicaments. La famille ne peut plus en toute sécurité prendre soin d'elle à la maison. Et puis en gras, à l'encre rouge, quelqu'un avait estampillé « L'IA prouvé disponible le 1er novembre ». Demain, c'était le 24 octobre, dans une semaine. En bas de la page, une note manuscrite de l'écriture de Vanessa. Le docteur Mitchell fournira un diagnostic formel. Assurez-vous qu'elle ne voit pas de courrier de Ridgeway Title ou de Greenwood. Réorientation à partir de la semaine prochaine. Je me suis assise à la table de la cuisine. Les papiers étalés devant moi. Ce n'était pas de la négligence. Ce n'était même pas seulement de la cupidité. C'était systématique, planifié. Ils y travaillaient depuis avant mon emménagement, peut-être plus longtemps. La vente de la maison, les changements de médicaments, l'isolement, les documents falsifiés. Tout faisait partie d'un plan pour me faire disparaître. Pas physiquement, légalement, pour me transformer en quelqu'un qui ne pouvait pas posséder de propriété, ne pouvait pas signer de documents, ne pouvait pas s'opposer, quelqu'un de facile à oublier. Et une fois que je serais enfermée à Greenwood, droguée et étiquetée incompétente, ils auraient accès à tout. Les 200 000 restants de ma maison, la police d'assurance vie que Charles m'avait laissée. 250 000 $ que je n'avais jamais touchés, les gardant pour les urgences. Pour l'avenir de Devon, j'avais pensé que je les gardais pour les gens qui voulaient que je parte. J'ai pris des photos de chaque page avec mon téléphone, la seule chose qu'ils n'avaient pas encore pensé à me prendre. Puis j'ai replié les papiers dans l'enveloppe et je les remis exactement où je l'avais trouvé, coincé derrière la doublure du tiroir. Je suis retourné dans ma chambre d'un pas ferme, j'ai fermé la porte, je me suis assise sur le lit, et pour la première fois depuis la mort de Charles, je me suis laissé ressentir tout le poids de la trahison. Pas la colère ardente, mais la colère froide et claire, celle qui aiguise l'esprit au lieu de l'embrouiller. Mon fils ne m'avait pas seulement volé. Il avait essayé de m'effacer. Mais voici ce que Devon n'a jamais appris pendant toutes ces années où je l'ai élevé, pendant toutes ces leçons que j'ai enseignées. Et Sim et Thompson ne s'effaçaient pas facilement. 23 octobre, 23h47. J'avais fait semblant de dormir quand je les avais entendus monter à l'étage. Entendu le murmure. Entendu le plan. Maintenant, il était minuit 43 et je faisais mes bagages. Pas tout, juste ce qui comptait. Ma petite valise à roulettes, la bleu marine que j'avais emmenée aux conférences quand j'étais encore enseignante.
À l'intérieur, il y avait mon permis de conduire et ma carte de sécurité sociale, mon passeport encore valide pour 2 ans, le dossier avec les photos de tous les documents de Vanessa, mes dossiers médicaux du cabinet du docteur Chen, 2 tenues de rechange, mon gilet gris usé. Celui dont Charles disait qu'il me faisait ressembler à un professeur, mon chargeur de téléphone, le petit carnet en cuir où j'avais gardé des notes pendant les 30 dernières années. Et une chose de plus, autour de mon cou, sur une chaîne en or que Charles m'avait donnée pour notre 10e anniversaire, se trouvait une petite clé. Je la portais tous les jours depuis 3 ans, cachée sous mon col. Devon n'avait jamais posé de questions à ce sujet. Vanessa ne l'avait jamais remarqué. C'était la clé d'un coffre-fort à la Merchant Trust Bank, la banque que Charles et moi utilisions depuis 1985. La banque dont ni Devon ni Vanessa ne connaissaient l'existence. J'ai touché la clé à travers ma chemise de nuit et j'ai pensé à ce qu'il y avait dans cette boîte. À la prévoyance de Charles, à la police d'assurance qu'il avait cachée juste au cas où. Mais, il m'avait dit 2 semaines avant de mourir, sa voix déjà faible. Je ne fais pas confiance à l'argent facile. J'ai mis des choses de côté. Promets-moi que tu n'y toucheras pas à moins que tu ne sois obligé. Promets-moi que tu ne les utiliseras que si tu as vraiment, vraiment besoin de te sauver. Je promets, avais-je chuchoté. J'avais tenu cette promesse pendant 3 ans. Ce soir, la promesse a pris fin. J'ai fermé la valise à 10h08. J'ai mis mes chaussures, les confortables, les ballerines noires avec lesquelles je pouvais marcher des heures, j'ai enveloppé mon manteau autour de mes épaules. La maison était silencieuse. Pas de pas, pas de voix, juste le bourdonnement du réfrigérateur en bas et le tic-tac de l'horloge grand-père dans le couloir. J'ai pris la valise et j'ai ouvert la porte de ma chambre et j'ai trouvé Tyler debout là. Mon petit-fils, 14 ans, portant un t-shirt de basketball des Wizards et un pantalon de pyjama, les yeux écarquillés dans la pénombre du couloir. Nous nous sommes regardés pendant ce qui a semblé 1 heure, mais n'était probablement que quelques secondes. J'ai attendu qu'il appelle ses parents. J'ai attendu que tout cela s'effondre avant de commencer. Au lieu de cela, les yeux de Tyler se sont remplis de larmes. « Grand-mère » a-t-il chuchoté. Juste ce seul mot, à peine audible. J'ai mis mon doigt sur mes lèvres. Chut. Il a hoché la tête, les larmes coulant. Ses mains tremblaient. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé qu'il savait. Il savait depuis le début. C'est pourquoi il m'avait évité. Pourquoi il ne pouvait pas croiser mon regard au dîner. Non pas parce qu'il ne m'aimait pas. Parce qu'il m'aimait. Et il avait honte. Tyler s'est avancé et m'a pressé quelque chose dans la main. Un petit morceau de papier plié serré. Je suis désolé, a-t-il soufflé. Je suis tellement désolé. J'aurais dû. J'aurais voulu. Mon chéri, écoute-moi. J'ai gardé ma voix basse mais ferme. Ce n'est pas ta faute. Tu me comprends? Pas la moindre part de cela n'est de ta faute. Mais je les ai entendus parler et je n'ai pas, tu as 14 ans. Ce n'est pas ton fardeau à porter. Il a essuyé ses yeux avec le revers de sa main. Où vas-tu? Quelque part en sécurité. Tu vas bien? J'ai touché son visage comme je le faisais quand il était petit. Je vais plus que bien. Et toi aussi. Mais pour l'instant, je dois te demander de retourner au lit. Tu ne m'as pas vu. Tu comprends? Il a hoché la tête. Je t'aime, mon chéri. Je t'aime aussi, grand-mère. Sa voix a craqué sur le dernier mot. Puis il s'est retourné et a disparu dans sa chambre, fermant la porte sans faire de bruit. Je suis resté là un instant, laissant mon cœur se calmer. Puis j'ai déplié le papier qu'il m'avait donné. De l'écriture désordonnée d'adolescent de Tyler. Je les ai tous enregistrés sur mon téléphone. Je te l'enverrai. Je suis désolé d'avoir eu trop peur pour aider. S'il te plaît, ne déteste pas papa complètement. Il est juste faible. J'ai replié la note et l'ai glissée dans ma poche. Puis j'ai traversé le couloir, évitant les 3 endroits où les planches de plancher grinçaient, j'ai descendu les escaliers, je suis passé devant la cuisine où j'avais trouvé l'enveloppe, j'ai traversé le salon où mon fauteuil préféré était abandonné dans le garage. La porte d'entrée avait une nouvelle serrure installée il y a 2 semaines. Pour la sécurité, avait dit Vanessa, mais j'avais toujours ma clé. Je l'ai tournée lentement.
La serrure s'est ouverte avec un bruit qui semblait trop fort dans la maison silencieuse. Je suis sorti dans la nuit d'octobre. L'air était frais, presque froid, avec l'odeur du feu de cheminée de quelqu'un quelques maisons plus loin. La rue était vide. Des maisons identiques avec leur pelouse parfaite et leurs portes fermées et leurs secrets. Je n'avais jamais appartenu à ce quartier. Je ne m'étais jamais senti chez moi dans cette maison. Et maintenant, je la quittais pour toujours. Je n'ai pas laissé de notes. Que pouvais-je bien dire? Merci d'avoir essayé de m'effacer. Désolé d'avoir remarqué votre fraude. Non, qu'il se réveille et me trouve parti. Qu'il se demande. Qu'il s'affole. Qu'il ressente juste un instant ce que c'est quand quelqu'un que l'on pensait contrôler disparaît simplement. J'ai tiré ma valise derrière moi, les roues faisant de doux cliquetis sur le trottoir. Au bout de l'allée, j'ai fait une pause, j'ai regardé la maison une dernière fois. Il y avait une lumière allumée à l'étage. La chambre de Tyler. Il regardait par la fenêtre. Une petite ombre derrière le rideau. J'ai levé la main. Un petit signe. L'ombre a rendu mon salut. Puis je me suis retourné et j'ai marché vers l'arrêt de bus à 2 pâtés de maison, vers ce qui allait suivre, vers l'avenir que j'allais me construire. L'horaire du bus indiquait que le dernier bus de nuit pour Newport passait à 1h47 du matin. J'ai vérifié ma montre. 1h31. 16 minutes. Je me suis assise sur le banc en métal et j'ai serré mon manteau, non pas parce que j'avais froid, la nuit était douce pour fin octobre, mais parce que j'avais besoin de me sentir maintenu, contenu. La rue était silencieuse à l'exception du bruissement des feuilles et du son lointain d'une alarme de voiture à plusieurs pâtés de maison. Une lumière à détecteur de mouvement s'est allumée de l'autre côté de la rue, baignant le porche de quelqu'un d'une lumière jaune. Puis s'est éteinte à nouveau. Dans ma poche, mon téléphone a vibré. Un nouvel email d'une adresse que je ne reconnaissais pas. Email protégé. Objet, deuxième partie. Vous devez aussi entendre ça. Mes mains ont légèrement tremblé en l'ouvrant. 3 fichiers audio. Pas de message, juste les fichiers. Tyler, tenant déjà sa promesse. Je les écouterai plus tard dans le bus avec des écouteurs pour que personne d'autre n'entende, mais je savais déjà ce qu'ils contiendraient. La conversation complète, la planification, peut-être d'autres choses que je n'avais pas entendues à travers la fente de ma porte. Des preuves, pas seulement des photos de documents, de vraies voix, de vrais mots. Mon téléphone a vibré de nouveau. Un SMS cette fois de Dorothy Williams, mon amie depuis 43 ans, celle qui avait déménagé à Newport après son 2e AVC. Toujours debout? Je n'arrive pas à dormir. Si tu es réveillé, appelle-moi. Dot. J'ai souri. Dorothy et son insomnie. Elle serait debout encore des heures. Probablement en train de travailler sur l'une de ses courtes pointes ou de regarder de vieux films. J'ai commencé à taper une réponse puis j'ai arrêté. Mieux valait lui dire en personne. Mieux valait me présenter à sa porte et tout expliquer face à face parce que je connaissais Dorothy. Elle ne poserait pas de questions. Elle ouvrirait juste sa porte, mettrait la bouilloire à chauffer et dirait, « Eh bien, ma chère, trouvons une solution ensemble. » Au loin, j'ai vu les phares du bus, encore loin, mais se rapprochant. 1h46 du matin. Je me suis levé, serrant la poignée de ma valise. Le bus s'est arrêté avec un sifflement de frein et un bruit de système hydraulique. Les portes se sont ouvertes. Le chauffeur, un homme corpulent d'une 50aine d'années aux yeux gentils, m'a regardé. « Vous allez bien, madame ?» a-t-il demandé. Un peu tard pour être dehors. « Ça ira », dis-je. « Newport, s'il vous plaît. » C'est le dernier arrêt. Long trajet à 7 heures de la nuit. J'ai le temps. Il a hoché la tête et je suis monté à bord, glissant des billets dans la machine. Le bus était presque vide, juste moi, un jeune couple endormi l'un contre l'autre à l'arrière, et un homme en costume tapant sur un ordinateur portable près du milieu. J'ai choisi un siège près de l'avant, près d'une fenêtre. J'ai posé ma valise sur le siège à côté de moi. Le bus a démarré et j'ai regardé le quartier disparaître derrière nous. Ces maisons parfaites avec leurs secrets parfaits. Cette chambre d'amis où j'avais passé 8 semaines à me sentir lentement effacé. Tout cela s'effaçait dans l'obscurité derrière nous. J'ai sorti mes écouteurs,
je les ai connectés à mon téléphone et j'ai ouvert le premier fichier audio que Tyler m'avait envoyé. La voix de Vanessa est arrivée claire et froide. Ta mère est assise sur un quart de million d'assurance vie, Devon. Quand vas-tu prendre tes responsabilités? J'ai fermé les yeux et j'ai écouté. Au moment où le bus a atteint l'autoroute, j'avais écouté les 3 fichiers, chaque mot de leur planification, chaque cruauté occasionnelle, chaque moment où Devon avait été trop faible pour dire non. Et une chose de plus, quelque chose que je ne savais pas. Ils avaient déjà contacté quelqu'un à mon sujet. Une femme nommée Lauren Mitchell. Nous l'avons trouvée grâce à l'un de ces sites d'ADN généalogique, disait la voix de Vanessa sur l'enregistrement. Tu peux le croire? Essimé a eu une fille qu'elle a abandonnée à 17 ans. La femme ne sait même pas que sa vraie mère est encore en vie ou qu'elle est sur le point d'hériter d'une sacrée somme. Mon cœur s'est arrêté. Lauren Mitchell, le bébé que j'avais abandonné en 1968, la fille pour laquelle j'avais passé 57 ans à me demander. Le secret que je n'avais jamais dit à personne, pas même à Charles. Il l'avait trouvé et il prévoyait de l'utiliser. Je suis resté très immobile, regardant l'autoroute sombre défiler, traitant cette nouvelle information. Il ne voulait pas seulement m'effacer. Il voulait utiliser mon propre passé contre moi. Mais voici ce que Vanessa ne comprenait pas. Ce que Devon avait oublié de toutes ces années où je l'avais élevé. J'avais survécu au fait d'être enceinte à 17 ans en 1968. J'avais survécu à la honte de ma mère, à la pitié de l'assistante sociale, aux parents adoptifs qui avaient pris mon bébé sans même me laisser la tenir une seule fois. J'avais survécu au fait d'être une jeune veuve avec un enfant à élever. J'avais survécu au budget serré et aux longues heures et au poids lent et écrasant de tout faire seul. J'avais survécu au racisme systémique dans un système scolaire qui ne voulait pas d'enseignantes noires. J'avais survécu aux administrateurs qui avaient essayé de me faire partir, aux étudiants qui me mettaient à l'épreuve, aux parents qui doutaient de moi. J'avais survécu à l'arthrose et à l'opération de la hanche et au brouillard des médicaments conçus pour me faire oublier qui j'étais. Et maintenant, j'avais survécu à la trahison de ma propre famille. S'ils pensaient pouvoir utiliser ma fille, l'enfant que j'avais pleuré pendant 57 ans, comme une arme contre moi, ils étaient sur le point d'apprendre exactement la quantité d'acier qu'une femme noire de 74 ans pouvait porter dans sa colonne vertébrale. Le bus a ronronné, avançant dans la nuit. J'avais 3 heures avant Newport. 3 heures pour planifier. 3 heures pour décider qui j'allais être quand je descendrais de ce bus. Pas la femme qui avait passé 8 semaines à être effacée. Pas la femme qui avait fait ses valises en silence et s'était enfuie. Non, j'allais être Essimé Thompson. Point final. La femme en qui Charles croyait. La femme qui avait appris à un millier d'étudiants à se tenir droit et à dire leur vérité. La femme qui avait survécu à tout ce que la vie lui avait jeté et qui était toujours debout. Il voulait que je disparaisse. J'étais sur le point de devenir plus visible qu'il ne l'avait jamais imaginé. J'ai sorti mon journal et j'ai commencé à écrire. Nom, date, chiffres, tout ce que j'avais découvert, tout ce que j'avais entendu, tout ce que j'avais ressenti. Au moment où le bus s'est arrêté à Newport à 4h52 du matin, j'avais rempli 15 pages, et j'avais un plan. Le bus s'est arrêté à la gare de Newport à 4h52 du matin. Le ciel était encore sombre, mais il y avait cette mince qualité grise dans l'air qui signifiait que l'aube allait bientôt arriver. Je suis descendu du bus dans la fraîcheur du matin d'octobre, les roues de ma valise cliquetant sur le béton. La gare était presque vide, juste un concierge lavant le sol et une femme derrière le comptoir du café se préparant pour la journée. J'ai sorti mon téléphone et j'ai composé le numéro de Dorothy. Elle a décroché à la première sonnerie. Mais, c'est toi. Sa voix était alerte, pas endormie. Elle m'attendait. Je suis à la gare routière. Dot. Seigneur, aie pitié. Reste là. Je suis à 5 minutes. Elle était là en 4. Dorothy Williams s'est arrêtée dans sa vieille Honda Civic, celle avec l'autocollant sur le pare-choc qui disait, enseignante à la retraite, chaque enfant était mon préféré. Elle avait 65 ans, plus petite que moi de 7 cm, avec des cheveux gris argentés qu'elle portait naturels et près de sa tête. Elle portait un sweatshirt violet et un jean, et ses yeux vifs et avisés, ont tout englobé d'un seul coup d'œil, moi, ma valise, le fait que je me tenais à une gare routière à 5 heures du matin avec tout ce que je possédais. Elle n'a pas posé une seule question, a juste ouvert le coffre et a dit, mets ton sac. Rentrons à la maison.
Nous avons traversé les rues calmes de Newport, devant les magasins fermés et les maisons endormies. La voiture de Dorothy sentait les sachets de lavande qu'elle gardait toujours partout, et la légère odeur du café qu'elle avait bu. Finalement, elle a parlé. On dirait que tu as porté le poids du monde, ma fille. C'est tout ce qu'il a fallu. Ma gorge s'est serrée, mes yeux ont brûlé. Et pour la première fois depuis que j'avais trouvé ces papiers, depuis que j'avais entendu ce murmure, depuis que j'étais sorti de cette maison, j'ai laissé les larmes couler. Pas de grands pleurs, pas de sanglots. Juste des larmes silencieuses coulant sur mon visage pendant que je regardais par la fenêtre les rues sombres. Dot, dis-je, ma voix brisée. Mon propre fils. Il a essayé de m'effacer. Les mains de Dorothy se sont serrées sur le volant, mais sa voix est restée calme. Alors nous te reconstruisons. Brique par brique. C'est ce que nous faisons. Nous nous sommes arrêtés devant sa petite maison sur Seascape Avenue à 5h07 du matin. C'était un petit cottage, bleu pâle avec des garnitures blanches, avec un jardin plein de fleurs qu'elle réussissait d'une manière ou d'une autre à maintenir en vie par pure obstination et en leur parlant tous les matins. À l'intérieur, elle a mis la bouilloire à chauffer sans me demander si je voulais du thé. Bien sûr, je voulais du thé. Nous étions amis depuis 43 ans. Elle savait. Nous nous sommes assis à sa table de cuisine, la même table en chêne qu'elle avait depuis 1987, et je lui ai tout raconté. Les pilules qui me rendaient confuse, les documents falsifiés, l'argent qui disparaissait, le plan de m'enfermer à Greenwood, le murmure que j'avais entendu à travers la porte. Dorothy a écouté sans m'interrompre, son visage devenant plus dur à chaque détail. Quand j'ai eu fini, elle est restée silencieuse pendant un long moment. Puis elle a dit, nom d'un chien. J'ai ri malgré tout. Dorothy jurait rarement. Quand elle le faisait, on savait que c'était sérieux. Et moi qui pensais que mon gendre était le roi de la cruauté, a-t-elle ajouté. Mais ça, c'est systématique. C'est le mal avec un plan. Ce n'est pas seulement Devon, dis-je. C'est Vanessa. C'est elle. Je me fiche de qui a commencé. Devons la laisser faire. Cela le rend coupable aussi. Dorothy a versé du thé dans 2 tasses. Celle avec des chats dessus qu'elle avait collectionné au fil des ans. Tu restes ici aussi longtemps que tu as besoin. Et demain, enfin, aujourd'hui, nous allons commencer à arranger ça. Je ne sais même pas par où commencer. Si, tu sais. Tu commences à la banque. Tu commences avec des avocats. Tu commences par reprendre ce qui est à toi. Elle a poussé une tasse vers moi. Tu as passé toute ta vie à défendre les enfants des autres, mais il est temps de te défendre toi-même. J'ai enroulé mes mains autour de la tasse chaude et j'ai hoché la tête. Dorothy avait raison. J'avais appris à un millier d'étudiants à prendre la parole, à tout documenter, à ne jamais laisser personne les rabaisser. Maintenant, c'était à mon tour de suivre mon propre conseil. 24 octobre, 9h47 du matin. Je suis entré à la Fairmont Bank au 1247 Commerce Street, vêtu de mon blazer bleu marine, celui que je portais aux réunions parents-professeurs, et portant mon dossier de preuve. Le coup de feu du matin était passé. Juste quelques clients au guichet et le son étouffé des gens gérant leurs affaires financières dans de polis murmures. Je me suis dirigé directement vers la réception. Je dois parler à un responsable, s'il vous plaît. Il s'agit de fraude et d'accès non autorisé à mes comptes. La femme à la réception, dont le badge disait Jennifer Martinez, a levé les yeux, a commencé à me sourire poliment, puis a vu mon visage. Ce qu'elle a vu là-bas l'a fait hocher la tête rapidement. Laissez-moi appeler Monsieur Rodriguez. Veuillez vous asseoir. Je ne me suis pas assise. Je suis resté debout. 3 minutes plus tard, un homme d'une trentaine d'années est sorti d'un bureau vitré. Il était latino, vêtu d'un costume gris avec des yeux fatigués qui suggéraient qu'il avait vu trop de problèmes franchir ses portes. Madame Thompson, je suis David Rodriguez, directeur adjoint. Veuillez venir à mon bureau. Son bureau était petit mais soigné. Des diplômes au mur, une photo de 2 petits-enfants sur son bureau, une tasse de café qui disait « Le meilleur papa du monde ». Je me suis assise et j'ai posé mon dossier sur son bureau. Monsieur Rodriguez, mon fils m'a volé. Je dois vous demander de geler tous les comptes auxquels il a accès, et je dois le faire tout de suite. Les sourcils de David se sont levés, mais il ne m'a pas renvoyé.
Pouvez-vous me dire ce qui s'est passé? J'ai ouvert le dossier, je lui ai montré la procuration falsifiée, les relevés bancaires, l'historique des transactions. Il a lu chaque page, son visage devenant de plus en plus sombre. Madame Thompson, a-t-il dit finalement. Avez-vous signé cette procuration? Non. Avez-vous autorisé ces transferts? Non. Votre fils a-t-il eu un accès légitime à vos comptes? Pas avant il y a 2 mois, quand je lui ai donné un accès temporaire pour déposer des fonds de la vente de ma maison. 385 912 $. C'était censé être investi à mon nom. Au lieu de cela, j'ai montré les relevés. 180 000 $ ont disparu en 8 semaines. David s'est penché en arrière sur sa chaise. C'est une fraude. Clair comme de l'eau de roche. Falsifier une procuration est un crime. Si ces fonds ont été déplacés à votre insu. Ils l'ont été. Alors nous devons tout geler immédiatement et déposer un rapport de fraude. Il était déjà en train de taper sur son ordinateur. J'aurai besoin que vous remplissiez quelques formulaires et j'aurai besoin de voir votre pièce d'identité. J'ai sorti mon permis de conduire et mon passeport. Je veux que tous les comptes auxquels il a accès soient gelés. Je veux que tous les relevés de transactions soient imprimés et je veux transférer tous les fonds restants vers un nouveau compte à mon seul nom. Absolument. Donnez-moi quelques minutes pour. C'est alors que mon téléphone a commencé à sonner. Devons. J'ai regardé l'écran. 15 appels manqués, tous du même numéro. David a remarqué. C'est lui? Oui. Voulez-vous répondre? Parfois, entendre leur réaction peut être instructif. J'ai regardé David Rodriguez, j'ai vu quelque chose dans ses yeux. Il avait déjà traité cela. Abus financier envers les personnes âgées, vol familial. Il savait comment cela fonctionnait. Pouvez-vous entendre l'appel si je le mets sur haut-parleur? Si vous me donnez la permission, oui, cela pourrait être utile pour la documentation. J'ai répondu à l'appel et je l'ai immédiatement mis sur haut-parleur, posant le téléphone sur le bureau de David. Maman, Dieu merci. Où es-tu? La voix de Devon était aiguë, paniquée. Nous nous sommes réveillés et ta chambre était vide. Nous appelons depuis des heures. Je vais bien, Devon. Bien? Tu es parti au milieu de la nuit. Pas de mots, rien. As-tu une idée à quel point nous nous sommes inquiétés? J'ai regardé David. Il a hoché la tête légèrement, m'encourageant à continuer. Inquiet pour moi, Devon, ou inquiet pour autre chose? Une pause. Quoi? De quoi parles-tu? Je parle des 385 000 $ que tu étais censé investir pour moi. Je parle des 180 000 $ qui sont déjà partis. Je parle de la procuration que tu as falsifiée avec ma signature. Silence. Silence complet. Puis la voix de Vanessa, aiguë et contrôlée. Mère Thompson, vous êtes confuse. Laissez-nous venir vous chercher. Nous pouvons régler tout ça. J'ai trouvé les papiers, Vanessa. Tous. Les documents falsifiés, les relevés bancaires, la demande d'admission à la Greenwood Memory Care avec le faux diagnostic. Vous ne comprenez pas ce que votre. Je comprends parfaitement. Je vous ai entendu. 23 octobre, vers 23h30. Demain, nous la déménageons à Greenwood. Ce sont vos mots exacts. Une autre pause, plus longue cette fois. Quand Devon a parlé de nouveau, sa voix était différente. Plus tendue. Maman, tu ne peux pas simplement nous laisser tomber. Nous avons des dépenses. L'école de Tyler coûte 43 000 $ par an. La maison a besoin. Avait besoin de mon argent. Tu veux dire l'argent de ma maison? Mon assurance vie que tu prévois d'utiliser après m'avoir fait déclarer incompétente. Maman, s'il te plaît, ne m'appelle pas comme ça. Tu as perdu le droit de m'appeler comme ça quand tu as décidé que j'étais plus utile partie que présente. Ma voix était calme, froide. Vous avez 72 heures pour rendre chaque dollar que vous avez volé. Après cela, je porte plainte. Tu ne peux pas, j'ai mis fin à l'appel. David me regardait avec une sorte d'admiration. Madame Thompson, c'était quelque chose. C'était nécessaire. J'ai croisé les mains sur mes genoux. Maintenant, pouvons-nous geler ces comptes?
Nous avons passé l'heure suivante à tout examiner. David a consulté chaque compte, chaque transaction, chaque autorisation que Devon avait faite à mon nom. Les chiffres n'arrêtaient pas d'empirer. 5 septembre, 42 000 $ transférés à Thomson Home Renovation LLC. 19 septembre, 38 000 $ à Lifestyle Consulting Group. 28 septembre, 55 000 $ à Investment Portfolio numéro 4428. 9 octobre, 45 000 $ à Educational Trust Fund. Ces noms d'entreprise, David a dit, fronçant les sourcils. Ils sont tous enregistrés à, laisse-moi deviner, Devon ou Vanessa. En fait, Vanessa. Elle est la seule propriétaire de ces 4 SARL. Elles ont été créées en août, juste avant que vous n'emménagiez. Ils avaient créé des sociétés écrans. Ce n'était pas un vol opportuniste. C'était une fraude préméditée. Il y a plus, David a dit, sa voix devenant plus douce. Votre fils, je suis désolé, Monsieur Thomson, a ouvert 3 cartes de crédit à votre nom. Le solde total est de 47 312 $. Mon estomac s'est noué. 47 000. Surtout des dépenses dans des détaillants de luxe. Home Depot, Williams-Sonoma, un magasin de meubles appelé Prestige Home Design, tous livrés à son adresse. Ils avaient rénové leur maison avec mon argent, acheté des meubles avec des cartes de crédit à mon nom, et j'avais dormi dans une chambre d'amis, mangeant dans des assiettes en carton, regardant ma vie disparaître. Je veux tout geler, dis-je. Tout. Et je veux un relevé complet de chaque transaction. Je l'aurai près dans 30 minutes. David s'est levé. Madame Thomson, je dois également vous donner les coordonnées d'un avocat, quelqu'un spécialisé dans l'abus financier envers les personnes âgées. Il a écrit un nom et un numéro sur une carte de visite et me l'a tendu. Patricia Barnes, avocate spécialisée en droit des aînés et défense financière, Barnes et Associés. C'est la meilleure, David a dit. Elle vous aidera à déterminer les prochaines étapes. J'ai pris la carte. Merci, Monsieur Rodriguez. Appelez-moi David et Madame Thomson. Il m'a regardé avec ses yeux fatigués qui avaient trop vu. Je suis désolé que cela vous soit arrivé, mais je suis heureux que vous ayez riposté. La plupart des gens ne le font pas. La plupart des gens sont probablement plus jeunes que 74 ans. En fait, c'est exactement la démographie à qui cela arrive le plus souvent. Vous seriez surpris du nombre de familles qui font ça à leurs aînés. Il a secoué la tête. Ou peut-être pas. Il avait raison. Je ne serais pas surprise. Je n'avais juste jamais pensé que cela m'arriverait. À 14h15, je suis entré dans les bureaux de Barnes et Associés au 847 Harborview Drive. La salle d'attente était peinte d'un gris doux avec des fauteuils confortables et des magazines réellement à jour. Une musique classique jouait doucement en fond. Tout y respirait le professionnalisme sans être froid. Une jeune réceptionniste a levé les yeux. Madame Thomson, Mademoiselle Barnes est prête pour vous. Par ici. Le bureau de Patricia Barnes était grand et garni de livres de droit. C'était une femme noire d'une 40aine d'années, vêtue d'un tailleur bordeaux, les cheveux en dreadlocks soignés attachés en arrière. Elle avait le genre de présence qui vous faisait vous tenir plus droite sans vous en rendre compte. Madame Thomson. Elle m'a serré la main avec une poigne ferme. David Rodriguez a appelé à l'avance. Il m'a donné quelques informations préliminaires, mais j'aimerais tout entendre de votre part. Et s'il vous plaît, prenez votre temps. Nous avons tout l'après-midi si nécessaire. Je me suis assise sur la chaise en face de son bureau et je lui ai tout raconté, toute l'histoire, de l'opération de la hanche aux pilules, du murmure au trajet en bus. Patricia a écouté sans m'interrompre, prenant des notes sur un bloc-notes jaune. Quand j'ai eu fini, elle a posé son stylo et m'a regardé. Madame Thomson, avant de dire quoi que ce soit d'autre, je dois vous dire quelque chose. Ce qui vous est arrivé n'est pas rare. En fait, c'est malheureusement courant. Je vois 3 à 4 cas comme celui-ci chaque mois. La plupart sont des femmes noires de plus de 60 ans. La plupart ne le signalent jamais. Le fait que vous soyez ici dans mon bureau, prête à riposter, cela vous rend extraordinaire. Je ne me sens pas extraordinaire. Je me sens fatigué et en colère. Ceux-ci ne sont pas mutuellement exclusifs. Elle a légèrement souri. Maintenant, parlons de ce que nous pouvons faire. J'ai examiné les documents que David m'a envoyés.
La procuration falsifiée seule suffit pour des accusations criminelles. Ajoutez-y les virements non autorisés, la fraude à la carte de crédit, les documents médicaux fabriqués, et nous avons un schéma clair d'abus financiers envers les personnes âgées et de fraude. Elle a sorti un dossier et l'a ouvert. Voici ce que je vois. Falsification de procuration, falsification criminelle, virement non autorisé totalisant 180 000 $. Vol aggravé, fraude à la carte de crédit, 47 312 $. Vol d'identité. 4 sociétés écrans créées pour détourner de l'argent. Blanchiment d'argent. Diagnostic médical fabriqué. Fraude médicale. Conspiration en vue de détention illégale. Tentative d'emprisonnement arbitraire. J'ai fixé la liste. Ça fait beaucoup de crimes. Oui, ça l'est. Patricia s'est penchée en avant. La question est, que voulez-vous faire à ce sujet? Vous avez des options. Option 1, nous déposons des accusations criminelles. Le procureur poursuivrait. Votre fils et votre belle-fille pourraient être emprisonnés. Option 2, nous intentons une action civile. Poursuivre en justice pour le remboursement des fonds plus les dommages et intérêts. Pas de prison, mais vous récupérez votre argent. Option 3, nous faisons les deux. Que choisissent la plupart des gens? La plupart des gens ne veulent pas voir leur famille en prison, alors ils choisissent l'option 2. Ils récupèrent leur argent et coupent les ponts. Elle fit une pause. Mais Madame Thompson, je vais être honnête avec vous. Si vous ne poursuivez pas au pénal, des gens comme votre belle-fille, ils passeront simplement à la prochaine victime. J'ai pensé à la voix de Vanessa sur cet enregistrement. Froide, calculatrice. Une fois qu'elle serait à Greenwood, ces endroits ne sont pas réputés pour la qualité de leurs soins. J'ai pensé à Lauren Mitchell, la fille que j'avais abandonnée il y a 57 ans, la fille que Vanessa avait retrouvée et qu'elle prévoyait d'utiliser. Et si je ne suis pas encore sûr, demandai-je. Alors nous nous préparons aux deux et nous décidons plus tard. Pour l'instant, le plus important est la protection. Nous devons nous assurer qu'ils ne peuvent plus accéder à quoi que ce soit d'autre. Je rédigerai une lettre de mise en demeure. Je déposerai une demande d'ordonnance restrictive si nécessaire. Et je commencerai le processus de transfert de la procuration à quelqu'un en qui vous avez confiance. Je ne sais pas qui ce serait. Mon fils est la seule famille que j'ai. Patricia m'a regardé attentivement. David a mentionné quelque chose à propos d'une fille il y a longtemps. Mon souffle s'est coupé. Comment? Je suis désolé, je n'aurais pas dû en parler, mais s'il y a quelqu'un là-bas, quelqu'un de digne de confiance, cela pourrait valoir la peine. Je l'ai abandonnée à l'adoption en 1968. Je ne sais même pas si elle est vivante. Avec votre permission, je pourrais essayer de la trouver. Discrètement, professionnellement, juste pour voir si elle pourrait être quelqu'un qui serait prêt à aider. Pas de pression, pas d'obligation. J'ai regardé par la fenêtre de Patricia le port au-delà. Des bateaux se déplaçant sur l'eau, des gens vivant leur vie. Tout continuait pendant que la mienne avait été bouleversée. Oui, dis-je finalement. Oui, trouvez-la, s'il vous plaît. J'étais dans la chambre d'amis de Dorothy, celle avec la courte pointe verte à la fenêtre qui donnait sur son jardin, quand mon téléphone a sonné à 20h43. Un email d'une adresse que je ne reconnaissais pas. Email protégé. Objet, deuxième partie. Vous devez aussi entendre ça. Mes mains ont légèrement tremblé en l'ouvrant. 2 autres fichiers audio, tous deux datés du début du mois, des semaines avant mon départ. J'ai mis mes écouteurs et j'ai appuyé sur lecture sur le premier. Enregistrement 1. 8 octobre, 22h47. La voix de Vanessa claire et froide. Ta mère est assise sur un $250 000 d'assurance vie. Devons, nous en avons parlé. Quand vas-tu prendre tes responsabilités? Devons, je ne peux pas simplement. C'est ma mère, Vanessa. Je ne peux pas. Vanessa. Et Tyler est ton fils. Ton fils qui mérite la meilleure éducation. Ton fils qui ne devrait pas avoir à aller à l'école publique comme tu l'as fait. Veux-tu qu'il ait les mêmes difficultés que toi? Devons, plus doucement. Bien sûr que non. Mais maman ne mérite pas, Vanessa. Mérite. Devons. Réveille-toi. Ta mère a eu toute une vie avant toi.
Toute une vie dont elle ne t'a jamais parlé. Savais-tu qu'elle a eu une fille avant toi? L'a abandonnée à l'adoption à 17 ans. Silence. Long silence. Devons. Quoi? Vanessa. Oh, tu ne savais pas? J'ai trouvé les dossiers d'adoption en fouillant dans ses papiers. Elle ne te l'a jamais dit. Elle n'en a jamais parlé à personne. Alors ne me parle pas de ce qu'elle mérite. Elle a gardé des secrets. De gros secrets. Devons. Sa voix était différente maintenant. Plus dure. Une fille. Elle a eu un autre enfant. Vanessa. Et l'a abandonnée. Alors épargne-moi la culpabilité de la placer dans un établissement de soins. Elle sait clairement comment se détourner des membres de la famille gênants. L'enregistrement se termine. Je suis resté très immobile, fixant le téléphone. Vanessa avait découvert l'existence de Lorraine. Elle avait utilisé cette information pour manipuler Devon. Elle avait transformé ma honte la plus profonde, mon secret le plus douloureux en une arme contre moi. Mes mains tremblaient maintenant, non pas de peur, mais de rage. J'ai appuyé sur lecture sur le deuxième enregistrement. Enregistrement 2. 15 octobre, 14h33. Vanessa au téléphone avec quelqu'un. Oui, ici Vanessa Thompson. J'appelle à propos de l'admission à Greenwood. Lit 447 réservé pour Essie Thompson. Oui, c'est ma belle-mère. Non, elle ne sait pas encore. Nous prévoyons de lui dire la semaine prochaine. Le diagnostic? Le docteur Mitchell s'en occupe. Il me doit une faveur pour la collecte de fonds de l'hôpital. Démence progressive, probablement Alzheimer. Oui, je comprends qu'il y aura une évaluation, mais le docteur Mitchell m'assure que ce n'est qu'une formalité. Longue pause pendant que l'autre personne parle. Coût, la compte est de 15 000, n'est-ce pas? Et puis 7 000 par mois? Oui, c'est bien. Nous paierons avec ses biens. En fait, elle a une assurance vie d'1 million. Une fois qu'elle sera correctement placée et que nous aurons la tutelle, cela couvrira tout à long terme. Autre pause. Oh, je ne m'inquiète pas de la qualité des soins. J'ai entendu de bonnes choses sur Greenwood. Très paisible. Les patients y sont assez confortables, surtout avec les protocoles de médicaments que vous utilisez. Vanessa rit réellement. Non, mon mari n'a pas besoin de connaître tous les détails. Les hommes deviennent si émotifs à propos de leur mère. Mieux vaut le présenter comme la meilleure option. Au moment où il réalisera ce qui se passe, ce sera déjà fait. L'enregistrement se termine. J'ai retiré mes écouteurs et je me suis assise dans le silence de la chambre d'amis de Dorothy. C'était pire que je ne le pensais. Devon n'était pas le cerveau. Il était faible. Oui, complice. Absolument. Mais Vanessa, elle était l'architecte de tout cela. Elle avait trouvé mes secrets, manipulé mon fils, soudoyé un médecin, planifié mon emprisonnement, et calculé exactement combien de temps mon argent durerait. Et ce rire désinvolte et cruel sur la façon dont je serais paisible une fois correctement médicamenté à Greenwood. Elle n'avait pas seulement voulu mon argent. Elle m'avait voulu parti. Vraiment parti, drogué dans l'oubli dans un établissement de soins où personne n'écouterait si j'essayais de dire la vérité. Il y a eu un léger coup à ma porte. Mais tout va bien là-dedans? La voix de Dorothy. Entre, Dot. Elle entra, portant son tablier de courte pointière et 2 tasses de tisane à la camomille. Elle jeta un coup d'œil à mon visage et s'assit sur le lit à côté de moi. Que s'est-il passé? Je lui tendis un écouteur. Écoute ça. Je lui fis écouter les 2 enregistrements. Le visage de Dorothy passa de l'inquiétude à l'horreur, puis à une fureur absolue. Cette femme, dit-elle quand ce fut fini. Cette méchanceté calculatrice. Elle a découvert l'existence de ma fille, Dot. Celle que j'ai abandonnée. Elle l'a utilisée pour monter devant contre moi. Oh, chérie. Dorothy passa son bras autour de mes épaules. Je suis tellement désolé. Tyler m'a envoyé ça. Il les a enregistrés, m'envoyant des preuves. Ce garçon est plus courageux que son père ne le sera jamais. J'ai hoché la tête, m'essuyant les yeux. La question est, que dois-je faire maintenant?
J'ai des preuves. Des preuves claires. Mais est-ce suffisant? Dorothy est restée silencieuse un instant. Puis elle a dit, tu sais quoi? Demain, nous appelons Patricia. Nous lui donnons ses enregistrements. Nous laissons les professionnels s'en occuper parce que tu as géré ça toute seule trop longtemps. Laisse d'autres personnes t'aider à mener cette bataille. Elle avait raison. J'avais passé 8 semaines à être lentement effacé. J'avais passé une nuit à m'échapper. Et j'avais passé une journée à commencer à riposter, mais je ne pouvais pas faire ça seul. J'avais Dorothy. J'avais David Rodriguez à la banque. J'avais Patricia Barnes, avocate. Et j'avais Tyler, 14 ans et plus courageux que son père, m'envoyant des preuves dans l'obscurité. Je n'étais plus seul. Et demain, j'allais m'assurer que Vanessa comprenne exactement ce que cela signifiait. Octobre est devenu novembre. Les feuilles sont tombées du chêne de Dorothy, et je les balayais tous les matins avant qu'elle ne se réveille. C'est devenu ma routine, mon rituel, ma façon de dire merci pour l'espace pour me reconstruire. Patricia Barnes a travaillé vite. En une semaine, elle avait déposé des ordonnances restrictives, envoyé des lettres de cessation et de désistement, et gelé tous les comptes que Devon et Vanessa avaient touchés. Les cartes de crédit ont été signalées comme frauduleuses. Les sociétés écrans ont été signalées pour enquête. Mais plus que cela, elle m'a aidé à trouver quelque chose que j'avais perdu, ma voix. Vous n'êtes pas une victime, Madame Thompson, m'a-t-elle dit dans son bureau le 3 novembre. Vous êtes une survivante qui agit. Il y a une différence. J'ai commencé à faire du bénévolat à la bibliothèque communautaire de Newport 3 jours par semaine. La bibliothécaire en chef, Beverly Parker, avait 62 ans, des lunettes de lecture sur une chaîne perlée et une voix qui portait à travers 3 pièces. Nous avons besoin de quelqu'un pour aider avec le programme d'alphabétisation, a-t-elle dit le premier jour. Des adultes qui apprennent à lire. Beaucoup d'entre eux sont des immigrants. Des gens d'été qui sont passés à travers les mailles du filet. Vous étiez enseignante, n'est-ce pas? Anglais, 31 ans. Parfait. Vous commencez jeudi. Et juste comme ça, j'avais de nouveau un but. J'ai appris à lire à une femme somalienne nommée Amina qui voulait aider ses petits-enfants avec leurs devoirs. J'ai appris à écrire à un homme nommé James qui avait abandonné l'école en 9e année et qui étudiait maintenant pour songer d'à 67 ans. Il n'est jamais trop tard, je lui ai dit lors de notre 2e séance. C'est ce que ma fille dit, a-t-il répondu. Elle dit, si vous pouvez apprendre de nouvelles choses à 74 ans, je peux apprendre à 67 ans. J'ai souri. Votre fille a raison. Le travail n'était pas glamour, n'était pas dramatique. Mais tous les jeudis à 15 heures, je m'asseyais à une table à l'arrière de la bibliothèque et j'aidais les gens à trouver leurs mots. Et lentement, semaine après semaine, j'ai retrouvé les miens. Dorothy et moi avons trouvé un rythme facile. Elle préparait le petit déjeuner, toujours de la semoule et des œufs, comme sa mère le lui avait appris. Je faisais la vaisselle. Elle travaillait sur ses courtes pointes l'après-midi. Je lisais sur le porche, regardant l'océan au loin. Nous ne parlions pas beaucoup de Devon. Pas besoin. Mais le 12 novembre, Dorothy est entrée dans le salon où je lisais et a dit, mais, Patricia a appelé. Elle a trouvé ta fille. Mon livre a glissé de mes mains. 15 novembre 2025. Cabinet de Patricia Barnes. 14 heures. J'étais assise sur la même chaise que 3 semaines auparavant, mais tout semblait différent maintenant. Mes mains étaient stables. Ma respiration était calme. Mais mon cœur battait si fort que je le sentais dans ma gorge. Patricia était assise en face de moi, un dossier sur son bureau. Son nom est Lauren Mitchell, dit Patricia doucement. Elle a 40 ans, vit à Baltimore. Elle est infirmière autorisée à l'hôpital John Hopkins. Mariée, 2 enfants, vos petits-enfants, âgés de 12 et 9 ans. Je ne pouvais pas parler, ne pouvais pas bouger. Elle vous cherchait, Madame Thompson. Elle s'est inscrite sur un site web de retrouvailles d'adoption il y a 7 ans. Elle a fait l'un de ses tests ADN l'année dernière. C'est ainsi que Vanessa l'a trouvée, via la même base de données. Elle. J'ai dégluti difficilement. Elle est au courant pour moi. Elle connaît votre nom. Elle sait que vous aviez 17 ans quand vous l'avez eue. Elle sait que l'adoption a été fermée.
Patricia fit une pause. Et elle sait que quelqu'un se présentant comme un ami de la famille l'a contacté il y a 2 mois. Mon estomac s'est noué. Vanessa. Oui. Vanessa Thompson a contacté Lorraine en septembre. Elle a dit qu'elle essayait de vous aider à vous reconnecter avant que votre mémoire ne décline. Elle a envoyé à Lorraine des documents à signer. Elle a dit que c'était juste des formalités à des fins d'héritage. A-t-elle signé? Non. Patricia a légèrement souri. Lorraine est infirmière. Elle a vu des abus envers les personnes âgées. Quelque chose ne lui semblait pas correct. La femme était trop insistante sur la paperasse, trop axée sur les documents juridiques plutôt que sur la réunion émotionnelle. Alors Lorraine a dit qu'elle avait besoin de temps pour y réfléchir. Et puis Vanessa a cessé d'appeler. Lorraine a pensé que c'était une escroquerie et l'a signalé au registre des adoptions. C'est ainsi que je l'ai retrouvée si rapidement. Elle avait déjà déposé une plainte. Je me suis assise sur ma chaise, traitant tout cela. Vanessa avait essayé d'utiliser ma fille comme un autre outil, une autre arme, mais Lorraine avait été trop intelligente pour cela. Madame Thompson, Patricia a dit soigneusement. Lorraine aimerait vous rencontrer si vous le souhaitez. Pas de pression, pas d'attente. Elle veut juste. Elle aimerait savoir d'où elle vient. Des larmes ont coulé sur mon visage après 57 ans. 57 ans à me demander, de culpabilité, à porter cette perte comme une pierre dans ma poitrine. Oui, ai-je murmuré. Oui, trouvez-la, s'il vous plaît. 18 novembre 2025. Un café de Baltimore appelé The Daily Grain. 11 heures. Dorothy m'a conduite. Patricia est venue aussi, assise à une table voisine, mais nous laissant de l'espace. Je me suis assise près de la fenêtre, mes mains enveloppées autour d'un café que je ne pouvais pas boire, observant chaque femme qui franchissait la porte. Et puis je l'ai vue. Elle avait mes yeux, les mêmes yeux exacts, bruns avec des reflets dorés, légèrement tombant aux coins extérieurs. Elle avait la taille de son père. Elle était grande, près d'1,75 m, et les pommettes de ma mère. Elle se tenait dans l'embrasure de la porte, scannant la pièce, et quand nos regards se sont croisés, elle a su. Je pouvais le voir sur son visage. Elle savait. Lorraine a marché lentement vers ma table comme si elle avait peur que je disparaisse. Madame Thompson. Sa voix était douce, incertaine. Appelez-moi Essimé, dis-je. S'il vous plaît. Elle s'est assise en face de moi et pendant un long moment nous nous sommes juste regardés. Je ne veux rien de vous, dit-elle finalement. J'ai besoin que vous sachiez que j'ai eu une belle vie. Mes parents adoptifs, ils m'ont aimé. Ils sont décédés il y a 5 ans, mais c'était de bonnes personnes. Je ne suis pas là pour l'argent ou. Je sais, dis-je. Patricia me l'a dit. Et j'ai besoin que vous sachiez quelque chose aussi. Je pense à vous tous les jours. Tous les jours pendant 57 ans, je me suis demandé si vous alliez bien, si vous étiez heureuse, si vous me détestiez de vous avoir abandonné. Les yeux de Lorraine se sont remplis de larmes. Je ne pourrai jamais vous haïr. Je voulais comprendre, c'est tout. Je voulais juste savoir pourquoi. Alors, je lui ai raconté le fait d'avoir 17 ans en 1968, la honte de ma mère, l'assistante sociale qui m'avait dit que je ruinerais ma vie si je la gardais. D'avoir signé des papiers que je comprenais à peine, de sortir de cet hôpital les bras vides et le cœur brisé. Ils ne m'ont même pas laissé vous tenir, ai-je murmuré. Pas même une seule fois. Lorraine a tendu la main à travers la table et a pris la mienne. Je vous pardonne. Je comprends. Et honnêtement, je pense que vous m'avez donné une belle vie. Mes parents ne pouvaient pas avoir d'enfants. Ils me voulaient tellement. J'ai grandi aimé. Bien, dis-je, lui serrant la main. Bien. C'est tout ce que je voulais pour toi. Nous avons parlé pendant 3 heures. Elle m'a raconté sa vie, son mari Marcus, un enseignant, ses enfants, Sophie et James, son travail d'infirmière cardiaque, son amour de la course et des émissions de télé-réalité terribles et de la confection de gâteaux d'anniversaire élaborés qui s'effondraient toujours. Je lui ai parlé de Charles, de Devon enfant, des bons moments avant que tout ne tourne mal, de mes années d'enseignement, de mon amour des livres et des jardins, et du bruit de l'océan la nuit. Il y a autre chose, dit Lorraine alors que nous nous apprêtions à partir. Patricia m'a raconté ce que votre fils a fait, ce que lui et sa femme ont essayé de faire.
J'ai hoché la tête. Je suis désolé que vous ayez dû apprendre à me connaître ainsi, par la frauder. Arrêtez. Ne vous excusez pas. Sa voix était ferme. Ferme d'infirmière. Ce qu'ils ont fait est inacceptable. Patricia a dit que vous pourriez avoir besoin de quelqu'un pour détenir une procuration. Quelqu'un en qui vous pourriez avoir confiance. Je la fixais. Lorraine, nous venons juste de nous rencontrer. Je ne peux pas vous demander de. Vous ne demandez rien. J'offre. Elle se pencha en avant. Je suis infirmière. Je m'occupe de la défense des patients tous les jours. Je comprends les directives médicales, la protection financière, tout ça. Et plus que cela, j'ai grandi en me demandant d'où je venais. Maintenant, je sais que vous êtes une enseignante qui a riposté contre des gens qui essayaient de vous effacer. Vous êtes une survivante. Et si vous me le permettez, j'aimerais vous aider à le rester. Je ne pouvais pas parler. Je pouvais à peine respirer. Je n'essaie pas de remplacer la relation que vous avez avec votre fils, a poursuivi Lorraine. Mais peut-être que je pourrais être de la famille quand même. Le genre que l'on choisit. J'aimerais ça, ai-je réussi. J'aimerais beaucoup ça. Elle a souri. Mon sourire, ai-je réalisé, la même légère fossette dans la joue gauche. Alors faisons-le. Assurons-nous qu'il ne vous fasse plus jamais de mal. Patricia a appelé tôt. Madame Thompson, nous avons un problème. Devon et Vanessa ont déposé une demande de mise sous tutelle d'urgence. Ils affirment que vous êtes mentalement inapte, que vous avez abandonné votre famille sans explication, et que vous êtes indûment influencé par des étrangers. Une audience est prévue pour le 30 novembre. Laissez-les, dis-je. Laissez-les essayer. Cet après-midi-là, je me suis rendu à la Merchant Trust Bank, la banque que Charles et moi utilisions depuis 1985. La banque que Devon ne connaissait pas. Je me suis dirigé vers le comptoir des coffres-forts et j'ai sorti la petite clé que je portais autour de mon cou. Coffre 447, ai-je dit à l'employé. Thompson. Elle m'a conduite au coffre, à la petite boîte métallique qui était restée intacte pendant 3 ans. À l'intérieur se trouvaient 50 000 $ en obligations au porteur, exactement comme Charles les avait laissés. Mais sous les obligations se trouvait une enveloppe, mon nom sur le devant de l'écriture de Charles. Les mains tremblantes, je l'ai ouverte. Ma chère May, si tu lis ceci, je suis parti et tu as besoin de cet argent. Cela signifie que quelque chose ne va pas. Cela signifie que quelqu'un essaie de te faire du mal. J'ai gardé ça pour toi. Pas pour Devon. Pas pour quelqu'un d'autre. Pour toi. Tu as renoncé à tant de choses quand tu étais jeune. Tu as sacrifié tes rêves pour élever notre fils seul après ma mort. Tu as eu 2 emplois et tu ne t'es jamais plainte. Tu as amélioré la vie de tout le monde tout en réduisant la tienne. Cet argent est ta liberté. Mais, utilise-le pour toi, pour tes rêves, pour ta paix. Et si Devon est la raison pour laquelle tu lis cette lettre, si notre fils t'a déçu comme je l'ai parfois craint, sache ceci. Tu ne lui dois pas de pardon. Tu ne lui dois rien. Tu as élevé un garçon qui avait tous les avantages, toutes les opportunités. S'il a choisi de récompenser ton amour par la trahison, c'est de sa faute, pas de la tienne. Tu es la femme la plus forte que j'ai jamais connue. Ne laisse personne, pas même notre fils, te faire te sentir petite. Je t'aime. Je t'aimerai toujours. Charles. P.S. Il y a encore une chose dans la boîte. Regarde sous les obligations. Sous les obligations se trouvait une autre enveloppe, plus épaisse cette fois. À l'intérieur se trouvait la documentation d'une police d'assurance vie que je n'avais jamais vue, pas la police d'250 000 que Vanessa connaissait, une police distincte, $1 million avec Lorraine Mitchell désignée comme bénéficiaire. Au cas où, Charles avait écrit sur un pense-bête, tu retrouverais ta fille, j'ai toujours su que tu le ferais un jour. Elle mérite de savoir d'où elle vient. Et elle mérite de bénéficier de notre famille. Pas le fils qui t'a pris pour acquis. La fille que tu n'as jamais oubliée. Je me suis assise dans cette pièce du coffre-fort et j'ai pleuré. Non pas de tristesse, mais de gratitude, d'amour. Charles avait toujours su, m'avait protégé même après sa mort. 30 novembre 2025. Tribunal de la famille, palais de justice du comté de Newport. 9 heures.
La salle d'audience était plus petite que prévu. Lambris en bois, lumière fluorescente, un drapeau américain dans le coin. La juge Michelle Rodriguez, sans lien de parenté avec David de la banque, était assise au banc avec des lunettes de lecture posées sur son nez. Devon et Vanessa étaient assis à la table du plaignant avec leur avocat, un homme en costume cher qui semblait spécialisé dans la discrétion des problèmes. J'étais assise à la table du défendeur avec Patricia. Derrière nous, Dorothy, David Rodriguez de la banque, Beverly de la bibliothèque, Lorraine et son mari Marcus, et Tyler. Mon petit-fils était venu, assis au dernier rang, les yeux rougis par les pleurs. L'audience a commencé. L'avocat de Vanessa a parlé en premier, avec assurance. Votre honneur, nous sommes ici aujourd'hui par profonde inquiétude pour Madame Essie Thompson, âgée de 74 ans. Elle a disparu de son foyer familial sans avertissement le 23 octobre, coupant tous les liens familiaux et tout contact. Depuis lors, elle vit avec des étrangers, a gelé des comptes familiaux et a montré des signes inquiétants de pensée paranoïaque et de jugement altéré. Il a présenté des documents, des dossiers médicaux du docteur Mitchell affirmant un déclin cognitif, des déclarations de Devon et Vanessa concernant mon comportement inquiétant, des témoins de moralité, des gens que je n'avais jamais rencontrés. Qui ont dit que j'avais semblé confuse lors de réunions de famille. Nous demandons à la Cour, a-t-il terminé, d'accorder une tutelle temporaire à Monsieur Devon Thompson afin qu'il puisse s'assurer que sa mère reçoive des soins et une évaluation appropriée. La juge Rodriguez a regardé Patricia. Conseil, Patricia s'est levée. Votre honneur, puis-je présenter des preuves? Elle a tout exposé. La procuration falsifiée, les relevés bancaires montrant $180 000 volés, les cartes de crédit ouvertes à mon nom, $47 312 de frais frauduleux, les sociétés écrans, les dossiers médicaux fabriqués, les enregistrements audio de Tyler. Toute la salle d'audience est restée silencieuse tandis que la voix de Vanessa résonnait dans les haut-parleurs. Une fois qu'elle sera à Greenwood, nous demanderons la tutelle. Après ça, eh bien, ces endroits ne sont pas réputés pour la qualité de leurs soins. Le visage de Devon est devenu blanc. La mâchoire de Vanessa s'est serrée. Puis Patricia a appelé ses témoins. David Rodriguez a témoigné de la fraude. Beverly a témoigné de mon travail bénévole. Dorothy a témoigné de mon état d'esprit. Et puis Lorraine s'est levée. Votre honneur, dit-elle, je suis Lorraine Mitchell. Je suis la fille de Madame Thompson, celle qu'elle a placée en adoption en 1968. Celle que Madame Vanessa Thompson a tenté de manipuler pour qu'elle signe de faux documents il y a 2 mois. Des halètements dans la salle d'audience. Devon s'est tourné pour me fixer, le visage bouleversé. Je suis infirmière autorisée avec 15 ans d'expérience, a poursuivi Lorraine. J'ai évalué Madame Thompson de manière approfondie. Elle n'est pas cognitivement altérée. Elle n'est pas confuse. C'est une femme de 74 ans qui a échappé à une situation d'abus financier avec clarté, courage et intelligence. Finalement, Patricia a dit, votre honneur, Madame Thompson souhaite témoigner. Je me suis levé, j'ai marché jusqu'à la barre des témoins, j'ai posé ma main sur la Bible et j'ai juré de dire la vérité. Et puis j'ai parlé. Votre honneur, je suis Essie Thompson. J'ai 74 ans. Je suis né en 1951 dans le Mississippi. J'ai déménagé dans le Maryland en 1970. J'ai enseigné l'anglais à Booker T. Washington High School pendant 31 ans. J'ai un crédit parfait. Je ne possède aucune propriété actuellement, mais j'ai possédé ma maison entièrement pendant 42 ans avant de la vendre en septembre. J'ai regardé directement la juge Rodriguez. Je suis une femme noire. Je suis âgée. Ces 2 faits ont fait que les gens me sous-estiment toute ma vie. Quand j'avais 17 ans, on m'a dit que j'étais trop jeune pour garder mon bébé. Quand mon mari est mort, on m'a dit que je ne pouvais pas élever un fils seul. Quand j'ai vieilli, on m'a dit que je ne pouvais pas gérer mes propres affaires. Ma voix est devenue plus forte. Mais j'ai enseigné pendant 30 ans. J'ai élevé un fils, bien qu'il m'ait déçu. J'ai survécu à la pauvreté, au racisme, au veuvage et à l'agisme. Et j'ai survécu à ma propre famille qui tentait de m'effacer. J'ai sorti les papiers, les preuves, la chronologie. Ils ne voulaient pas que je sois confuse. Ils voulaient que je sois contrôlable. Ils ne voulaient pas que je sois dans un établissement de soins pour ma santé. Ils voulaient que je sois là pour pouvoir accéder à $250 000 d'assurance vie. J'ai regardé Devon.
Il ne pouvait pas croiser mon regard. Je ne suis pas confuse. Je ne suis pas incompétente. Je suis en colère. Et j'ai tout à fait le droit de l'être. Je me suis retourné vers la juge. Ils ont essayé de me rendre invisible, mais je suis toujours là, et je ne vais nulle part. La salle d'audience était silencieuse. La juge Rodriguez s'est penchée en avant. Monsieur Thompson, avez-vous quelque chose à dire? Devon s'est levé lentement, sa voix craquait. Votre honneur, je ne sais pas quoi dire. Je ne savais pas tout. Les enregistrements. Il s'est arrêté. C'est un mensonge. Je savais une partie. Je savais assez. J'aurais dû l'arrêter. Il s'est tourné vers moi. Maman, je suis tellement désolé. J'étais faible. Je l'ai laissé faire. Il a jeté un coup d'œil à Vanessa. J'ai laissé la cupidité me faire oublier qui vous êtes. Qui vous m'avez élevé à être. Vanessa a commencé à parler, mais son avocat a posé sa main sur son bras. La juge Rodriguez a retiré ses lunettes. J'en ai assez entendu. La requête en tutelle est rejetée. De plus, je renvoie cette affaire au procureur de district pour enquête sur l'abus financier envers les personnes âgées, la fraude et le vol d'identité. Elle a regardé Devon et Vanessa. Vous avez 72 heures pour quitter toute propriété ou compte lié à Madame Thompson. Tous les fonds restants doivent être restitués immédiatement. Il vous est interdit de contacter Madame Thompson sauf par l'intermédiaire d'un avocat. Si vous violez cette ordonnance, vous serez accusé d'outrage. Elle a frappé de son marteau. Nous sommes ajournés. 6 mois plus tard, je suis assise sur le porche de mon nouvel appartement à Newport, un petit F2 avec vue sur le port. Le soleil du matin est chaud sur mon visage. Mon café refroidit, mais ça ne me dérange pas. À l'intérieur, mon téléphone vibre. Un SMS de Lorraine. Sophie veut savoir si tu peux lui apprendre à faire ton gobelet aux pêches. Elle dit que la recette sur Google est moyenne. Je lui ai dit de te demander directement. Je souris et je réponds. Dis-lui de venir ce week-end. Je lui montrerai la recette de famille. Recette de famille. Ces mots me font du bien. Les 50 000 $ du coffre-fort de Charles ont payé le dépôt de garantie de cet appartement et 6 mois de loyer. Le reste, je l'ai utilisé avec précaution, comme Charles l'aurait voulu. La fondation, Invisible Plus Jamais, a été lancée le mois dernier, une association à but non lucratif qui aide les survivantes d'abus envers les personnes âgées. Patricia siège au conseil d'administration. Dorothy est bénévole. Même Beverly de la bibliothèque aide à organiser des groupes de soutien. Nous avons aidé 12 personnes jusqu'à présent. 12 personnes qui pensaient n'avoir nulle part où se tourner. Tyler vient une fois par mois. Devon l'amène mais n'entre pas. Il respecte mes limites maintenant. Peut-être qu'un jour je serai prête à lui parler. Peut-être que non. C'est mon choix. Vanessa et Devon ont divorcé en mars. Elle fait face à des accusations de fraude. Devon a accepté un accord de plaidoyer. Travaux d'intérêt général, restitution, probation, pas de prison. Il a vendu leur maison pour rembourser ce qu'il a volé. Je ne ressens aucun triomphe à ce sujet, juste de la tristesse pour ce qui aurait pu être, mais je ne me sens plus brisé non plus. J'entends des pas dans les escaliers. Lorraine apparaît, portant un sac de la boulangerie et 2 autres cafés. Je pensais que tu voudrais de la compagnie, dit-elle en s'installant sur la chaise à côté de la mienne. Toujours, dis-je. Nous nous asseyons dans un silence confortable, regardant les bateaux dans le port, regardant le monde se réveiller. Tu sais, dit Lorraine après un moment, Sophie m'a demandé comment tu étais quand tu étais jeune. Qu'est-ce que tu lui as dit? J'ai dit que je ne savais pas, mais je lui ai dit ce que je savais. Que tu es quelqu'un qui a survécu à tout ce que la vie t'a jeté. Que tu as enseigné à des centaines d'élèves. Que quand les gens ont essayé de t'effacer, tu t'es levé et tu as dit non. Que tu es l'une des personnes les plus fortes que j'ai jamais rencontrées. Mes yeux se remplissent de larmes. C'est gentil de ta part. Ce n'est pas gentil. C'est vrai. Elle tend la main et me serre la main. Je suis contente de t'avoir trouvé, et si mais. Je suis contente que tu sois ma mère. Je suis contente que tu m'aies trouvé aussi, mon chéri. Nous restons assises là, tandis que le soleil monte plus haut,
tandis que le port se remplit de la circulation matinale, tandis que la ville s'anime autour de nous. Je pense à cette nuit d'octobre, le murmure à travers la porte, la valise emballée dans l'obscurité, le trajet en bus vers un avenir inconnu. Je pense à tout ce que j'ai failli perdre, à tout ce pourquoi je me suis battu. Et je pense à ce que j'ai appris. Qu'à 74 ans, on peut encore se réinventer, encore riposter, encore construire une nouvelle vie à partir des cendres de la trahison. Que la famille n'est pas toujours une question de sang. Parfois, c'est une question de choix, de gens qui se présentent quand on est au plus bas et qui vous aident à vous relever. Qu'être sous-estimé est parfois le plus grand avantage. Ils pensent que vous êtes faible parce que vous êtes vieille, parce que vous êtes une femme, parce que vous êtes noire. Ils pensent que vous accepterez tout ce qu'ils décideront pour vous. Ils ont tort. La plus grande victoire n'a pas été l'argent récupéré ou le procès gagné. Ce n'était même pas de retrouver ma fille. La plus grande victoire, c'était ça. Je suis visible. Pour la première fois depuis des années, peut-être pour la première fois de ma vie, je suis pleinement, complètement, puissamment visible. Non pas comme la mère de quelqu'un ou la maîtresse de quelqu'un ou le fardeau de quelqu'un. Juste comme Essie Mae Thompson, 74 ans, survivante, combattante, enseignante, mère, libre. Je lève ma tasse de café, la bonne que Lorraine m'a achetée, avec « La meilleure famille trouvée du monde » imprimée sur le côté, et je prends une gorgée. Elle est froide maintenant. Ça ne me dérange pas. Tout a le goût de la victoire. Si cette histoire a résonné en vous, si vous connaissez quelqu'un qui a subi des abus financiers envers les personnes âgées, si vous vous êtes déjà senti invisible et que vous vous êtes battu pour vous relever, vous n'êtes pas seul. Les Essie Mae du monde sont partout. Ce sont vos mères, vos grands-mères, vos tantes. Elles ont survécu à plus que vous ne le savez, et elles sont plus fortes que quiconque ne leur reconnaît le mérite. Ne laissez pas l'âge vous rendre invisible. Ne laissez personne vous dire qu'il est trop tard pour riposter, pour recommencer, pour exiger justice. Il n'est jamais trop tard. Vous n'êtes jamais trop vieux pour vous sauver vous-même. Restez visible.